Je regarde l'écran du moniteur et là, je vois une personne, ou quelque chose, penchée au-dessus du berceau. Quand j'étais enfant, vers 7 ou 8 ans, je faisais une sieste dans la chambre que je partageais avec mes petits frères. Notre chambre se composait uniquement de 3 matelas posés sur des planches en bois de 5 cm d'épaisseur. Ma mère avait peur qu'on tombe en dormant et qu'on se casse quelque chose, et d'une armoire de taille enfant. Il y avait aussi une fenêtre allant du sol au plafond, purement décorative, qui ne pouvait pas s'ouvrir. Quand je me suis réveillé de ma sieste, ma nourrice, elle vivait avec nous, était en train de plier nos vêtements. J'ai discuté un moment avec elle, puis je suis sorti pour aller chercher de l'eau. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais j'ai eu besoin de lui parler ensuite, alors je suis retourné dans la chambre. Elle n'était plus là. Je me suis dit que c'était bizarre, car je n'avais entendu aucun bruit de porte s'ouvrir ou se fermer pendant les 5 minutes où j'étais sorti. J'ai alors demandé à tout le monde dans la maison s'il l'avait vue, mais personne ne l'avait croisée. Je suis retourné dans la chambre une deuxième fois pour voir si, par hasard, elle ne s'était pas cachée quelque part. Mais non, elle était introuvable. J'ai fouillé toute la maison avant de finalement revenir dans la chambre une troisième fois. Et là, elle était là, assise sur le lit en train de plier les vêtements, comme si de rien n'était. Je lui ai demandé où elle était passée. Elle m'a répondu, et je cite, « De quoi tu parles ? J'ai été là tout le temps. Je n'arrêtais pas de te crier dessus pour te demander pourquoi tu faisais que rentrer et sortir, mais tu ne me répondais pas. » Elle pensait que je lui faisais une blague ou quelque chose comme ça, et je me suis fait gronder. Il y a eu encore d'autres incidents étranges avec elle, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pu les expliquer. J'avais environ 12 ans quand j'ai commencé un petit boulot de babysitting pour une famille de l'autre côté de la ville. Cette famille venait tout juste d'emménager, dans la maison voisine de celle de ma meilleure amie. Ma première journée là-bas servait à me familiariser avec les enfants et la maison. Les parents étaient restés, observant comment je m'en sortais et répondant à toutes mes questions. J'ai passé mon temps à jouer avec les enfants, un garçon nommé Devin, âgé de 4 ans, et une fille, Cameron, 7 ans. Autant dire que j'avais de quoi m'occuper. Cameron voulait me montrer ses jouets dans sa chambre. Je l'ai suivi en montant les 2 étages, mais en arrivant en haut, je me suis senti soudainement étourdi, et les poils de mes bras se sont dressés. J'avais cette sensation oppressante d'être observé, comme si quelqu'un d'autre se trouvait là-haut avec nous. J'ai essayé d'ignorer cette impression et de me concentrer sur ma tâche, retrouver la poupée préférée de Cameron pour qu'on puisse redescendre. À la fin de la journée, les parents ont décidé que j'étais un bon choix et m'ont demandé de revenir le samedi suivant. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à me défaire de ce malaise ressenti à l'étage. Je me suis dit, ce n'est rien, c'est juste un endroit nouveau, je ne suis pas encore habitué, et j'ai essayé de passer à autre chose. Le samedi matin suivant, j'arrive dans une maison en pleine effervescence, les parents se préparent à sortir et me montrent les dernières choses à savoir pour la journée. Les enfants, encore en pyjama, prenaient leur petit déjeuner et me racontaient déjà tous les jeux qu'ils voulaient faire. Après leur départ, j'ai envoyé les enfants s'habiller pendant que je faisais la vaisselle. C'est là que j'ai entendu un gros boom venant de la salle à manger. J'ai couru dans la pièce et j'ai vu qu'un des panneaux du faux plafond était tombé. Intrigué, j'ai essayé de le remettre en place, ce qui n'a pas été facile, mais après un peu de lutte, j'y suis parvenu. Je me suis demandé comment il avait pu tomber tout seul. Plus tard, alors que les enfants regardaient la télé et que j'étais en train de préparer le déjeuner, j'ai entendu à nouveau un grand bang depuis la salle à manger. Le même panneau était tombé. Cette fois, j'ai décidé de le laisser comme ça pour que les parents voient. Ils trouveront peut-être une solution, me suis-je dit. Les enfants voulaient ensuite jouer à cache-cache. Cameron comptait pendant que Devin et moi allions nous cacher. J'ai trouvé que la salle de bain du rez-de-chaussée ferait une bonne cachette, assez facile pour que Cameron me trouve, et je pouvais garder un œil sur Devin. J'ai fermé doucement la porte derrière nous. En avançant dans la pièce, je me suis tourné vers le miroir, et j'ai vu quelque chose bouger derrière moi. C'était la porte du placard,
juste dans mon dos, qui s'ouvrait lentement. Elle s'est entr'ouverte à moitié, puis s'est refermée toute seule. J'ai ressenti exactement la même sensation que le premier jour, en haut de l'escalier, une angoisse glaciale, comme si une présence invisible m'entourait. Terrifié, j'ai ouvert la porte et je suis sorti en courant. Tout ce que je pouvais penser, c'était « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Je commençais sérieusement à croire que cette maison était hantée. Tous les films d'horreur que j'avais vus me revenaient en mémoire. J'étais mal à l'aise, mais j'ai décidé de rester occupé. J'ai sorti un jeu de société pour qu'on y joue ensemble dans le salon, par terre. Hypoglouton, je crois. On jouait depuis environ 20 minutes quand j'ai remarqué du mouvement du coin de l'œil. Je me suis tourné, et j'ai vu une petite chaussure d'enfant rouler toute seule à travers la pièce. Les enfants se sont arrêtés de jouer, déconcertés. Cameron a poussé un cri et s'est précipité vers la porte. J'ai attrapé Devin et je l'ai suivi en courant. On est allé chez ma meilleure amie, juste à côté, et on a tout raconté à sa mère. Je ne suis pas certaine qu'elle m'ait cru, mais elle nous a gardés avec elle jusqu'au retour des parents. Quand ils sont arrivés, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Je ne pense pas qu'ils m'aient cru non plus. J'ai quand même montré le panneau du plafond, apparemment, c'était un problème récurrent depuis leur emménagement. Pour le reste, ils ont mis ça sur le compte de mon imagination. Mais moi, je sais ce que j'ai vu et ressenti. Ce n'était pas de l'imagination. J'ai appris plus tard que quelqu'un était mort dans cette maison, un homme, victime d'une crise cardiaque, à l'étage, dans une pièce juste au-dessus de la salle à manger, là où le panneau tombait sans arrêt. Je crois que son esprit est encore dans cette maison. Peut-être qu'il voulait juste jouer avec nous. Je faisais du babysitting pour la fille de ma voisine, qui était aussi mon amie. J'avais 12 ans, elle en avait 6. On vivait dans le même immeuble. Mon chat était chez eux, dans leur appartement. Les appartements avaient des portes moustiquaires en bois, à lames orientables, comme des jalousies, au lieu de portes vitrées classiques. La porte d'entrée était ouverte, mais pas cette porte en bois. Mon chat voulait sortir. C'est un chat noir. Il était posté devant la porte, en train de miauler. Moi, j'étais assise sur le canapé, occupé à jouer avec quelque chose sur la table basse, l'ignorant. Et là, il dit « Laisse-moi sortir ». À voix haute. En anglais. Avec une voix humaine d'adulte, masculine. Comme une créature de Narnia, ou un animal qui parle dans un film. Je l'ai regardé, et il me regardait fixement. Alors j'ai dit « Eh bien, dis comme ça, d'accord ». Parce que même à 12 ans, je savais qu'il valait mieux plaisanter avec ce genre de truc, ne surtout pas froisser ce que c'était. Je l'ai donc laissé sortir, tout en gardant l'oreille attentive pour entendre s'il y avait quelqu'un dehors qui aurait pu dire ça. Mais la voix venait exactement de l'endroit où se trouvait mon chat. Clairement. Pas d'ailleurs dans l'appartement. Il n'y avait aucun adulte masculin dans l'appartement. Je pouvais voir à travers les lames de bois, et par la fenêtre près de la porte, personne dehors. Et une fois la porte ouverte, je n'ai vu personne. Aucun bruit de pas, pas de course. Et à cette époque, il n'y avait pas de babyphone ou d'interphone dans les appartements. C'était en 1983 ou 1984. Très étrange. Ça ne m'est jamais arrivé à nouveau. Je ne suis pas le docteur Dolittle. Juste un événement bizarre. Unique. Mon expérience ne concerne pas du babysitting, mais j'étais en train de bercer mon fils pour l'endormir, il avait environ 8 mois. J'écoutais Patsy Cline sur mon téléphone et je lui chantais en même temps. J'ai ressenti un courant d'air froid derrière moi, sur le moment, je n'y ai pas prêté attention car il y avait une fenêtre dans mon dos, j'ai vérifié le lendemain matin, elle était fermée. Environ 1 minute après cette brise, j'ai entendu un grognement profond, guttural, derrière moi. J'ai sursauté et je suis sorti de la chambre en courant avec mon fils dans les bras. Une fois calmé, je l'ai couché dans son lit. Puis, en me mettant au lit, j'ai regardé le babyphone car j'avais reçu une alerte de détection de mouvement. Quand j'ai ouvert l'application,
j'ai vu une silhouette blanche debout au-dessus du berceau de mon fils. Elle avait la taille d'un tout petit. J'ai couru vérifier, il allait bien, mais cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Quelques nuits plus tard, mon partenaire et moi étions assis sur le canapé, et nous avons entendu un autre grognement. J'ai toujours vu et entendu des choses, mais le fait que lui aussi ait entendu ce son, ça a vraiment validé ce que je vivais. Il y a une autre histoire, un peu folle, qui est arrivée à moi et à mes parents, à des moments différents. J'étais enceinte de 34 semaines de mon fils, et je faisais une sieste sur le canapé. Personne n'était à la maison. Je me suis réveillé, un peu dans les vapes, et j'ai très clairement entendu un rire d'enfant, puis de petits pas courir dans le couloir. Je n'en ai parlé à personne sur le moment. Une semaine plus tard, mon partenaire et moi rentrons à la maison, et ma mère monte précipitamment à l'étage, nous vivions à l'étage, mes parents au rez-de-chaussée. Elle nous dit que, peu avant, elle et mon père avaient entendu un enfant crier « Maman », puis courir dans le couloir de l'étage. Récemment, j'ai parlé avec une femme qui se disait médium. Je lui ai raconté cette histoire, ainsi que d'autres événements récents, et elle m'a demandé si j'avais déjà perdu un enfant, que ce soit par fausse couche ou autre. J'ai été choqué, j'ai fait 2 fausses couches, toutes les 2 à 8 semaines, une avant d'être enceinte de mon fils, et une après. Elle m'a dit que les enfants que j'ai vus ou entendus sont ceux que j'ai perdus, que c'est leur façon à eux de me montrer qu'ils sont toujours là, avec moi. Mon mari, mes 2 belles-filles, notre fils de 15 mois et moi vivons dans une maison que mon mari a héritée de sa mère, décédée il y a quelques années. Nous avons près de 16 hectares de terrain, majoritairement boisés. La maison se trouve à environ 800 mètres de la route, donc on est vraiment isolé. On a toujours eu des choses étranges qui se produisent ici. Les trucs classiques de fantômes, des voix inexpliquées, des bruits sourds. On aimait penser que c'était peut-être la grand-mère des enfants qui venait leur dire bonjour. Après tout, les enfants n'ont jamais eu peur. Ils se sont toujours sentis bien dans cette maison. Quand notre fils est né, on a décidé d'aménager la chambre du bas, à côté de celle de ses sœurs, en chambre de bébé. Vers ses 9 mois, il a commencé à dormir toute la nuit dans son berceau. J'ai un de ces moniteurs avec caméra qui permet de le voir et de l'entendre, et qui me signale tout mouvement ou bruit. Jusqu'à il y a quelques mois, je n'avais jamais rien vu ni entendu d'inquiétant. Comme je l'ai dit, on a eu quelques expériences dans cette maison, mais jamais rien de menaçant ou de vraiment effrayant. Juste des petites choses étranges. Il y a environ 2 mois, je prenais un bain à l'étage après avoir couché le bébé. Mon mari était sorti et mes belles-filles étaient chez leur mère pour le week-end. Comme les murs sont fins, j'avais éteint les télévisions et j'écoutais tranquillement un livre audio. Puis j'ai entendu, clairement, mon mari m'appeler depuis le bas. Il a crié « Chérie » sur un ton presque agacé. J'ai mis le livre en pause, je me suis redressé dans la baignoire, attendant de l'entendre à nouveau, un peu énervé qu'il parle si fort alors que notre fils dormait. Mais je n'ai rien entendu d'autre. J'ai attrapé mon téléphone pour lui envoyer un message, râlant un peu sur son volume sonore et lui demandant ce qu'il voulait. Il m'a répondu qu'il n'était pas à la maison. Là, j'ai commencé à flipper. J'ai d'abord pensé à un camé qui aurait pénétré dans la maison, mais j'ai vite écarté cette idée, l'alarme était activée, aucune porte ou fenêtre n'avait été ouverte. Et puis, quel cambrioleur crierait « Chérie ». Mon mari m'a dit où se trouvait l'arme à feu, et je l'ai gardée près de moi en allant jeter un coup d'œil en bas. Bien sûr, il n'y avait rien. Cette nuit-là, après m'être endormi avec toutes les lumières allumées, j'ai été réveillé vers 3 heures du matin par le moniteur du bébé. Il ne pleurait pas, il hurlait. Mon mari était rentré entre-temps, dormant profondément à côté de moi. Je n'avais même pas entendu son arrivée. Les chiens non plus n'avaient pas réagi, ce qui est étrange car ils avaient été nerveux toute la soirée après ce que j'avais entendu. Mon fils hurlait comme s'il avait été blessé. Quand on est parent, on apprend à reconnaître les différents types de pleurs, et là, c'était la peur pure. J'ai couru dans sa chambre, éclairé seulement par la lumière extérieure, car je laissais toujours les rideaux un peu entr'ouverts. Il était debout dans son lit, sautant frénétiquement et tendant les bras vers moi.
Je l'ai pris et je me suis mise à le bercer pour le calmer. Au bout de 10 minutes, j'ai voulu le recoucher, mais il a paniqué rien qu'à me voir m'approcher du berceau. J'ai donc pris place dans le fauteuil pour le bercer un peu plus. Il pleurait encore doucement. C'est là que mes yeux se sont posés sur la porte du placard, entr'ouverte d'environ 30 cm. Je la ferme toujours avant de le coucher, car les placards m'ont toujours mise mal à l'aise, merci les films d'horreur. La lumière de la fenêtre éclairait un peu l'intérieur du placard. Et là, je l'ai vu. Au niveau des genoux, dans l'ouverture, un visage de femme. Enfin, je suppose que c'était censé être une femme. Elle avait des cheveux rouges vifs, presque fluorescents, coiffés en boucles courtes. Ses yeux avaient des iris vert fluo, entourés de noir au lieu du blanc habituel. Sa peau était d'une pâleur inquiétante, et elle arborait un sourire démoniaque que je n'oublierai jamais. Je ne voyais pas son corps, juste la tête, le visage, et un vague contour des épaules. Elle semblait trembler, comme si elle était à bout de souffle. J'étais figé, glacé par la peur. Mon sang s'est littéralement glacé. Est-ce à ça que mon fils réagissait? Pas étonnant qu'il tremblait. Je suis sorti lentement de la pièce, en reculant, avant de filer à l'étage en courant. J'ai commencé à douter de ma santé mentale. Était-ce une hallucination? Un rêve éveillé? Non. Mon fils avait eu peur aussi, c'était réel. Je suis allé me coucher dans le loft avec lui, il a dormi sur ma poitrine, pendant que je fixais le plafond, en me demandant ce qui se passait. Ce qui m'a aussi troublé, c'est que mon mari ne s'était pas réveillé. Il aurait dû entendre notre fils hurler, c'était atroce. Mon fils a dormi avec nous pendant des semaines. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à convaincre mon mari, qui est totalement contre le cododo. C'est dangereux, disait-il. Pendant tout ce temps, je ne suis allé dans sa chambre que pour prendre ses vêtements. Le samedi dernier, mon fils a commencé à frapper à la porte de sa chambre, voulant aller jouer. J'étais terrifié, mais ce soir-là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai vérifié la chambre, rien d'anormal. Mon fils n'avait pas l'air effrayé du tout, au contraire, il était joyeux. L'atmosphère n'était pas lourde comme la nuit où j'avais vu cette chose. J'ai ressenti de la culpabilité de lui avoir interdit sa chambre si longtemps. On y a joué une bonne heure, j'ai vérifié le placard, même mon fils y a pris des jouets. En me sentant un peu plus rassuré, j'ai accepté de le laisser y dormir cette nuit-là. À ma grande surprise, il s'est couché sans problème. J'ai bien fermé la porte du placard, laissé la porte de la chambre entr'ouverte, et suis remonté me coucher. J'ai gardé un œil sur le moniteur pendant une quinzaine de minutes, jusqu'à ce que mon mari me reproche d'être trop parano. Vers 3 heures du matin, le moniteur s'est déclenché, notre fils hurlait, encore ce même cri d'épouvante. La caméra avait été déplacée, je ne voyais que le mur. J'ai paniqué, j'ai dévalé les escaliers jusqu'à sa chambre. J'ai ouvert la porte. La lumière du couloir éclairait à moitié la pièce. J'étais à peine à 1 mètre du lit quand je me suis figé. Dans le coin, à 4 pas du berceau, se trouvait une femme corpulente, accroupie face au mur. Elle portait une robe bleue de style ménagère des années 50, avec la même chevelure rouge flamboyant. Elle tremblait toujours, et un rire léger, venu de partout à la fois, flottait dans la pièce. J'ai vu son sourire dans ma tête, des dents trop grandes, blanches comme la craie. Cette fois, je n'ai pas attendu. J'ai pris mon fils et je suis monté en courant. Mon mari était réveillé. Il avait vu sur le moniteur que notre fils dormait, mais il avait entendu le même rire étrange. Moi, j'avais vu notre fils debout, hurlant. Il m'a dit que sur l'écran, il m'avait vu prendre le bébé, endormi. Il ne comprenait pas, était-ce la même chose que la première fois? Est-ce que le moniteur ne montre pas la réalité? Je lui ai tout raconté. Lui qui a grandi dans cette maison n'avait jamais vu ou vécu quoi que ce soit de semblable. Depuis, notre fils dort à nouveau avec nous. Et moi, je n'entre plus dans cette chambre. Chaque nuit depuis 4 jours, j'entends des bruits étranges venant de là-bas, des coups, des grattements sur le plancher en bois, le placard qui s'ouvre lentement. Mes belles-filles ne sont pas affectées,
mais elles sentent bien qu'il se passe quelque chose, car je refuse d'entrer dans cette chambre. Je garde tous ces vêtements dans notre chambre. J'ai peur, de jour comme de nuit. Cette pièce est sombre, toujours. Je n'ai jamais été religieuse, mais j'ai commencé à prier. Ce truc dans notre maison, ça ne va pas. Ça sent le mal. Vous voyez cette sensation qu'on a juste avant un accident, ou en se réveillant d'un cauchemar particulièrement horrible? C'est ce que je ressens. Déménager n'est pas une option. La maison nous appartient. Mais je n'ai jamais lu ou entendu parler de quelque chose de semblable. Si quelqu'un a déjà entendu parler d'une entité comme celle-là, dites-le moi. Ce n'est pas une creepypasta. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Ma mère cherchait un appartement, alors je l'ai accompagnée pour m'occuper de mon petit frère et visiter les logements avec elle. J'avais 13 ans à l'époque, et mon frère en avait 5. On est allé visiter un appartement dans une caserne militaire, car ces logements étaient moins chers et plus spacieux. Pendant que ma mère discutait dehors avec le propriétaire, mon frère et moi jouions à l'étage. Petit détail, l'appartement avait 3 étages, un sous-sol, un rez-de-chaussée avec la cuisine et un étage avec les chambres. À un moment donné, je suis descendu à la cuisine pour jeter un coup d'œil. Dans la cuisine, il y avait la porte du sous-sol. Et c'est là que j'ai entendu des bruits de pas qui montaient les escaliers depuis le sous-sol. Pensant que c'était mon frère, j'ai crié « Calme-toi. Ce n'est pas notre maison. » Mais là, mon frère est sorti du salon, juste à côté de la cuisine, et m'a demandé pourquoi je courais dans les escaliers. Je l'ai fixé du regard. Je lui ai demandé s'il était descendu dans le salon depuis le sous-sol, et il m'a dit « Non, j'étais assis sur le canapé. » Il m'a ensuite demandé où j'étais. J'ai répondu « Dans la cuisine. » On s'est regardé. On avait tous les deux entendu les bruits de pas dans l'escalier du sous-sol. C'était si fort qu'on pouvait les entendre clairement depuis plusieurs pièces. On a dévalé les escaliers et couru dehors retrouver notre mère, en la suppliant de partir. Elle nous a demandé ce qu'il se passait, on lui a expliqué, et on est parti. Je suis soulagé qu'elle nous ait cru. Quand j'étais au lycée, vers 18 ans, je faisais du babysitting presque tous les jours après les cours pour 2 garçons, et aussi certains soirs de week-end quand les parents allaient à des concerts. Appelons les garçons Drake, 11 ans, et Josh, 13 ans. Cela s'est passé un samedi soir, alors que les parents étaient à un concert. Ils laissaient toujours de l'argent pour qu'on commande une pizza ces soirs-là. Quand il a été temps d'aller la chercher, Drake a voulu venir avec moi, pendant que Josh restait à la maison pour continuer à jouer aux jeux vidéo, ce qui était tout à fait habituel pour eux deux. J'ai donc quitté la maison avec Drake, j'ai bien fermé la porte à clé derrière nous. Aller chercher la pizza n'a pris que 15 minutes maximum. On est revenu, et on est resté à la maison pour le reste de la soirée. J'ai appelé Josh, on a mangé la pizza tous ensemble, on a regardé un film, une soirée parfaitement normale. Mais ensuite, les choses sont devenues étranges. C'était l'automne, donc il faisait déjà nuit noire quand les garçons ont commencé à piquer du nez. Je leur ai dit qu'il était temps d'aller au lit, ils s'endormaient presque devant le film. Étonnamment, ils sont montés sans trop rechigner, ce qui est rare, surtout pour Drake. Il y a un salon à l'étage d'où on peut voir le couloir et les chambres depuis la cuisine du rez-de-chaussée. J'étais dans la cuisine quand j'ai vu Drake apparaître au bout du couloir. Tout de suite, j'ai vu qu'il n'était pas dans son état normal, il était pâle, les railleurs. Il m'a alors demandé si je pouvais monter un instant. J'ai tout de suite ressenti un malaise, car il avait l'air vraiment effrayé. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'était sincère, il avait peur, vraiment. Ce n'est pas du tout son genre. Bien sûr, je suis monté et je lui ai demandé ce qu'il se passait. Il m'a montré un placard près des chambres et m'a demandé si je l'avais ouvert. Il a ajouté que ni lui ni Josh ne l'ouvraient jamais. Ça l'avait vraiment perturbé. Et moi, intérieurement, j'ai commencé à paniquer.
J'ai rapidement inventé une explication pour le rassurer, du genre « ça n'a peut-être pas bien fermé et ça s'est rouvert tout seul ». Mais il a insisté, selon lui, ce n'était pas possible, ça n'était jamais arrivé. Et pour être honnête, j'avais du mal à croire à ma propre explication. Je passais presque tous les jours dans cette maison depuis 1 an, je la connaissais très bien. J'ai fait de mon mieux pour les calmer et faire comme si ce n'était rien. Mais à l'intérieur, j'étais en panique. Petit rappel, ce placard est situé juste à côté des chambres à l'étage. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que non, je ne pense absolument pas que Drake m'ait menti ou qu'il ait voulu me faire une blague. Et non, je sais que ce n'était pas Josh non plus, ce n'était pas du tout son genre. Il était très calme, gentil, réservé, jamais du genre à faire des coups pareils. Et non, je n'ai pas oublié de fermer la porte à clé quand nous sommes partis chercher la pizza. Au contraire, c'était devenu une habitude pour moi, surtout que ce n'était pas ma maison. J'étais donc très prudente, et je vérifiais toujours 2 fois. D'ailleurs, quand on est sorti, Drake m'a dit que ce n'était pas la peine de fermer à clé vu que ce n'était pas loin, mais j'ai insisté et j'ai bien verrouillé la porte. Les garçons étaient couchés, et moi j'étais en mode panique en bas. J'ai appelé mon copain de l'époque pour lui raconter ce qui s'était passé et lui demander s'il pensait que je devais appeler la police, je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardé en ligne pendant que je fouillais toute la maison. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, surtout en vérifiant le sous-sol. Tout semblait en ordre, mais j'étais terrorisé. Le fait que la maison soit sur un terrain d'angle, en bordure de bois, avec de grandes fenêtres sans rideaux au rez-de-chaussée, n'aidait pas. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la maison, ou quelqu'un dehors qui nous observait, ou alors quelque chose de paranormal. J'ai éteint toutes les lumières et je me suis allongé sur le canapé, le plus discrètement possible, pour ne pas être vu, attendant nerveusement que les parents rentrent. Ils sont revenus environ 1 heure plus tard. Je leur ai brièvement expliqué ce qui s'était passé, et la mère a immédiatement accusé le chat. J'adore cette famille, mais honnêtement, je ne vois vraiment pas comment ça aurait pu être le chat. Ce chat ne sautait jamais partout, il passait son temps à dormir. Et je ne vois pas comment il aurait pu ouvrir cette porte, surtout avec la poignée qu'il y avait et la force qu'il fallait pour l'actionner. Mais bon, j'ai fait semblant d'être d'accord, j'ai acquiescé à leur théorie, et je suis rentré chez moi aussi vite que possible. Ça a été l'une de mes dernières soirées de babysitting chez eux. Et encore aujourd'hui, j'ai des frissons quand je repense à cette nuit, à l'expression de Drake, à ma peur. Je n'ai toujours aucune explication. Je ne sais pas pourquoi ce placard s'est ouvert. Quand ma nièce était toute petite, elle était dans son trotteur chez ma sœur. Je faisais du babysitting et je gardais la maison en même temps. Je l'avais laissée un instant pour aller à la cuisine prendre un verre d'eau. Les labradors chocolat de ma sœur étaient sûrement en train de la renifler ou de lui lécher la tête, car je l'entendais éclater de rire comme si elle s'amusait comme une folle. Je n'avais même pas remarqué à quel point la pièce était devenue froide. Puis je l'ai entendu. Un énorme craque de bois. Comme si une grosse planche avait été brisée net, ou qu'un arbre s'était effondré. J'ai couru dans la pièce, et ce que j'ai vu, et senti, m'a glacé le sang. Les chiens étaient blottis dans un coin, en train de gémir. Ma nièce, elle, fixait le coin du plafond, les yeux grands ouverts. Il faisait glacial, et ça sentait le Stetson. Une eau de Cologne pour homme, assez bon marché. Je l'ai prise dans mes bras, et on est allé s'installer dans une autre pièce. Quand ma sœur est rentrée, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a juste levé les yeux au ciel et a dit « C'est Hugh ». J'étais confuse. Elle m'a expliqué que Hugh était l'ancien propriétaire de la maison. Il était mort 10 ans avant que sa femme ne la vende. Elle m'a dit qu'il aimait suivre sa fille, ma nièce, partout, et qu'on pouvait toujours savoir que c'était lui à cause des chiens qui paniquaient, du froid soudain, et de l'odeur de sa vieille eau de Cologne bon marché. Je ne crois pas vraiment à ces histoires, mais je crois à cette sensation au creux du ventre. Celle qui te dit, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose ne tourne pas rond. En 2007, une amie et moi, nous avions respectivement 17 et 13 ans,
faisions du babysitting pour la nuit dans une grande maison à demi-niveau, située en plein milieu de nulle part. On y avait déjà gardé plusieurs fois, et on s'occupait non seulement d'une petite fille, mais aussi de sa grand-mère, âgée de plus de 90 ans et presque catatonique. Mais cette fois, à notre arrivée, on a appris que la grand-mère était décédée quelques mois plus tôt, et qu'on allait dormir dans sa chambre cette nuit-là. C'était assez bizarre pour nous, mais ils avaient un peu réaménagé la pièce et installé un immense lit tout neuf, bien plus confortable que les canapés sur lesquels on dormait d'habitude. Environ 1 heure avant qu'on commence à préparer la petite pour aller au lit, le ciel est devenu vert et les sirènes de tornade ont commencé à retentir. En quelques minutes, le mobilier de jardin tapait violemment contre la baie vitrée. On a donc attrapé la petite fille et on est descendu au niveau le plus bas de la maison, pour s'abriter jusqu'à ce que la tempête passe. Une fois la petite couchée pour la nuit, on s'est installé dans le salon pour faire un peu de bricolage. C'est alors que toutes les télévisions et radios de la maison se sont allumées en même temps, à plein volume. On a paniqué et couru partout pour tout éteindre, de peur de réveiller la petite. Le dernier appareil qu'on a éteint, c'était une vieille radio qui appartenait à la grand-mère, dans sa chambre. Elle diffusait une chanson ancienne et franchement flippante. Mon ami a insisté pour que je descende avec elle pour l'éteindre. Finalement, on a décidé de dormir sur les canapés cette nuit-là. Avec du recul, je me dis que c'est peut-être une surtension électrique due à la tempête qui a provoqué tout ça. Mais je n'oublierai jamais à quel point on a eu peur. C'était terrifiant. J'ai 2 petits frères, et il y a eu une semaine, quand nous étions enfants, où mes parents ont décidé de partir en vacances rien que tous les 2. Ils l'avaient bien mérité, on était assez turbulents. Ils ont demandé à une amie très proche de la famille, qui était aussi policière, si elle pouvait nous garder pendant leur absence. C'était franchement la meilleure babysitter, super cool, très détendue, et elle nous laissait faire plein de trucs que nos parents interdisaient. On avait transformé notre chambre en une immense cabane, et on dormait tous les 3 sur un seul matelas. On dormait à poing fermé cette nuit-là. Elle était dans le salon, et elle a raconté être entrée dans notre chambre après avoir entendu, très clairement, quelqu'un l'appeler par son prénom. Elle est donc venue vérifier, mais on dormait tous profondément. Elle est retournée au salon, puis a de nouveau entendu son prénom. Elle est revenue dans la chambre, a allumé la lumière, pensant qu'on lui faisait une blague. Mais non, on était KO, comme des pierres. Elle a dit s'être sentie extrêmement mal à l'aise après ça, et une fois mes parents revenus, elle n'a plus jamais accepté de passer la nuit à la maison. L'histoire suivante ne concerne pas du babysitting, mais c'est quelque chose d'extrêmement étrange que ma mère m'a raconté, et qui s'est produit dans la même pièce où notre babysitter avait entendu son nom. Ma mère avait un emploi du temps assez irrégulier, avec des jours de repos aléatoires. Pas le traditionnel samedi-dimanche, mais plutôt un mardi-samedi, par exemple. Elle m'a dit qu'un jour, un mardi, elle était assise dans le salon, en train de faire ses comptes. Elle avait la tête penchée sur son chéquier quand elle a entendu le plancher craquer dans le couloir. Elle a levé les yeux et, sans blague, elle a vu un Indien en tenue traditionnelle, avec une coiffe à plumes complète, un pantalon en peau tannée et de la peinture sur le visage. Avant même qu'elle puisse réagir, il a tourné les talons et s'est dirigé vers le couloir. Depuis l'endroit où elle était assise, elle pouvait voir le début du couloir, mais pas la suite, car un mur bloque la vue. Elle a couru pour vérifier, mais il n'y avait personne. Ma mère ne boit pas, ne prend aucune drogue, et c'est une personne très respectée dans la communauté. Le genre de femme droite, sérieuse, pas du tout à inventer des histoires. Ce jour-là, on était tous à l'école et mon père était en service militaire, dans un autre état. Rien ne peut expliquer ce qu'elle a vu. Elle ne nous en a jamais parlé avant qu'on soit plus âgés, parce qu'elle savait qu'on ne dormirait plus jamais dans cette maison. Mon Dieu, mes sœurs et moi avons des années d'histoire à raconter sur un enfant qu'on a gardé pendant longtemps. La première chose étrange est arrivée quand l'enfant, appelons-le Liam, avait environ 3 ou 4 ans. J'étais en train de cuisiner pour lui au sous-sol, c'était une vieille maison, une ancienne propriété du 19e siècle,
donc la cuisine était en bas, conçue à l'époque pour les domestiques, avec un monte-plat, etc. J'ai entendu du mouvement à l'étage, comme si des gens étaient entrés chez eux et discutaient tout en déposant des affaires. Les parents n'étaient pas censés revenir avant plusieurs heures, mais bon, rien de menaçant, on entendait des voix de femmes qui riaient, parlaient. J'ai donc demandé à Liam s'il y avait une femme de ménage ou un service de nettoyage qui venait parfois, pensant que les parents avaient oublié de me le mentionner. Il m'a répondu très calmement, « Non, parfois on entend des voix, mais papa et maman disent qu'il ne faut pas en parler. » J'ai vérifié, il n'y avait absolument personne à l'étage, et la porte d'entrée était bien fermée. Il y a aussi eu une fois où Liam est soudainement entré dans une sorte de transe en fixant un vieux tableau tout en répétant en boucle le nom d'un homme. Il s'est mis à rouler par terre, les yeux révulsés, puis s'est arrêté d'un coup et n'avait plus aucun souvenir de ce qui s'était passé. Il était juste confus, se demandant pourquoi j'avais l'air aussi inquiète. J'en ai parlé à ses parents, pensant que c'était clairement un problème médical, peut-être une crise. Ils ont juste ri et m'ont dit qu'ils en parleraient à son thérapeute. Et puis il y avait ces terreurs nocturnes, qui arrivaient systématiquement s'il dormait dans une certaine chambre. Ça lui est arrivé plusieurs fois, et aussi à un de ses amis. À chaque fois, on entendait un cri strident, un hurlement venu de l'étage. Je me souviens avoir couru dans la chambre et trouvé son amie, assise droite dans le lit, en hyperventilation, répétant sans cesse. Il y avait un homme dans la chambre, il y avait un homme dans la chambre. Liam était aussi somnambule. Quand ça lui arrivait, ça commençait souvent par un hurlement lui aussi, puis il déboulait dans les escaliers à toute vitesse, l'air terrifié mais toujours en train de dormir, murmurant quelque chose à propos d'un homme. Je le raccompagnais dans son lit en le calmant sans le réveiller. Je me sentais coupable de leur dire que c'était juste un mauvais rêve, parce qu'au fond, je croyais qu'ils avaient vraiment vu quelque chose. Mais je ne savais pas quoi dire d'autre. Au fil des années, mes sœurs et moi avons vécu des dizaines d'événements dans cette maison. Des lumières ou appareils qui s'allumaient ou s'éteignaient tout seuls. Des objets qui tombaient des étagères sans raison, alors qu'il n'y avait personne dans la pièce. Des portes qui se claquaient et se verrouillaient toutes seules. Une fois, ma sœur a juré avoir vu une femme passer dans la pièce du coin de l'œil, juste avant que la télé ne s'allume dans la pièce d'accent grave côté. Liam aussi parlait souvent des « gens morts » pendant une période. Une amie à moi qui gardait aussi cet enfant refusait catégoriquement de rester dans la maison une fois que les enfants dormaient. Elle disait à Liam qu'elle serait sur le porche si jamais il avait besoin d'elle, puis restait dehors à lire, même en plein hiver. Elle préférait grelotter dehors plutôt que de rester seule éveillée dans cette maison la nuit. Et on ne parle même pas de l'ambiance, la maison était au fond d'un chemin de terre, au milieu des bois, près d'un vieux court de tennis envahi par la végétation et d'un marécage. On entendait des coyotes au loin. Il n'y avait aucune couverture réseau, et le téléphone fixe fonctionnait rarement. La déco était exclusivement composée d'antiquités, d'art érotique dérangeant et de bestioles empaillées. Les parents eux-mêmes avaient quelque chose de bizarre. Un peu comme un couple sorti du film Eyes Wide Shut. Je suis presque sûr qu'ils pratiquaient l'occultisme. Ils étaient liés à un centre spirituel New Age très connu dans notre ville. Oh, et apparemment Aleister Crowley lui-même traînait sur ce domaine dans le passé, il y aurait même des récits documentés où il aurait mené des rituels à la lisière de la propriété. J'ai appris tout ça des années après qu'on ait arrêté de garder cet enfant. Donc oui, c'était une maison très angoissante pour y faire du babysitting. Mais, il payait très bien. Surtout quand il rentrait ivre à 4 heures du matin, il tendait des liasses de billets, ou parfois oubliait qu'ils avaient déjà payé et recommençait le lendemain. Et Liam était un enfant adorable, quand il ne disait pas des trucs super flippants. Donc, ça en valait la peine. Je gardais mon petit frère, il avait environ 1 an et moi j'en avais 12. C'était à la fin des années 90. Ma mère et moi avions emménagé chez ma grand-mère, dans une maison qu'elle venait tout juste d'acheter. C'était dans une toute petite ville à la campagne, et ma grand-mère a rapidement appris l'histoire de la maison. Des années plus tôt, il y avait eu un incendie qui avait détruit l'étage supérieur. Ma mère et ma grand-mère plaisantaient en disant que je devrais aimer vivre ici,
car on disait que la maison était hantée. Elle disait ça parce que j'adorais lire des histoires de fantômes et regarder la série Frisson. J'ai rencontré une fille un peu plus âgée que moi qui avait vécu dans cette même maison. Elle vivait encore tout près, juste au bout de la route. Elle m'a raconté qu'un petit garçon était mort dans le sous-sol pendant l'incendie, et que son oncle l'avait vu assis sur son lit une nuit, parmi d'autres choses étranges qui s'étaient produites là-bas. Je ne savais pas trop quoi en penser, mais une chose était sûre, le sous-sol faisait vraiment peur. Il était non fini, en ciment, avec un long escalier. En bas, sur la droite, il y avait une pièce avec un puits. On m'avait dit de ne jamais l'ouvrir, par sécurité. Comme on vivait à la campagne, un puits dans une maison n'était pas totalement inhabituel, mais je n'en avais jamais vu auparavant. Heureusement que le film The Ring n'existait pas encore. Bref, je n'aimais pas du tout être seul dans ce sous-sol. Un jour, j'ai dû aller chercher quelque chose dans un carton là-bas, et j'ai demandé à ma mère de m'accompagner. C'était en plein jour. Tout à coup, on a entendu un grand fracas, une ampoule venait de tomber au sol, brisée, comme si elle s'était dévissée toute seule pendant qu'on était en bas. Ma mère a filé en haut des escaliers encore plus vite que moi. Mais l'événement le plus effrayant est arrivé un jour où je gardais mon frère. Il était dans sa chaise haute, et j'ai entendu un bruit sourd, très fort, comme quelqu'un qui montait brusquement les marches du sous-sol. La porte du sous-sol était fermée, donc je ne pouvais rien voir, mais je peux vous dire que je n'ai jamais bougé aussi vite de ma vie. J'ai attrapé mon petit frère et je suis sorti en courant par la porte d'entrée, jusqu'à la maison d'un voisin. J'y suis resté jusqu'à ce que ma mère rentre. Heureusement, elle nous a rapidement trouvé un autre logement. Je pense encore à ces coups dans l'escalier et je me demande ce qui se serait passé si j'étais resté, ou si j'avais eu le courage d'ouvrir cette porte du sous-sol. Au lycée, je gardais 3 enfants, une fille et 2 garçons, tous âgés de moins de 12 ans, pendant les vacances d'été, en classe de première et de terminale. Je les gardais aussi une fois par semaine durant l'année scolaire, pendant que leur mère suivait des cours du soir à l'université. Malheureusement, leur père était décédé subitement d'une crise cardiaque massive, dans la salle de sport au sous-sol de la maison. Il était déjà mort quand les secours sont arrivés. Pourtant, je n'avais jamais ressenti quoi que ce soit de bizarre dans cette maison, une immense demeure à 3 étages, je m'y sentais bien, presque comme chez moi. Un matin d'été, je suis arrivé chez eux vers 5h45. J'ai souhaité une bonne journée à leur mère avant qu'elle parte travailler. Une fois seul, j'ai ouvert le livre que j'étais en train de lire et je me suis installé dans un fauteuil inclinable bien confortable, en attendant que les enfants se lèvent. En général, ils ne se réveillaient pas avant 7h30 ou 8h. Mes paupières sont devenues lourdes, alors j'ai mis une alarme sur mon téléphone et décidé de fermer les yeux un moment. Pendant mon petit somme, j'ai senti une grande main se poser doucement sur mon épaule et me secouer légèrement. Pensant que c'était l'un des garçons, j'ai dit rapidement « Oh, je fais juste une petite sieste ». Mais en ouvrant les yeux, il n'y avait personne. J'ai ressenti une présence dans la pièce. Rien de malveillant, mais assez pour me mettre un peu mal à l'aise. Pour calmer mes nerfs, je suis monté réveiller les enfants plus tôt que prévu, en les attirant avec leur activité préférée du vendredi matin, faire des gaufres. Je ne saurais dire si c'était leur père. Mais à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais fait de petite sieste en attendant leur réveil. Et j'ai toujours pris le temps, en arrivant, de dire un petit bonjour discret et de rappeler que je n'étais que la babysitter. Il y a quelques années, je travaillais comme babysitter. C'était une maison agréable, une famille sympa, 3 garçons énergiques, mais j'ai toujours eu la sensation que quelque chose n'allait pas dans cette maison. Au début, je n'y prêtais pas attention. Mais régulièrement, quand les enfants faisaient la sieste, j'entendais des bruits. Des cris d'enfants. Parfois des pleurs étouffés, comme s'ils venaient d'une autre pièce. Alors, naturellement, je montais voir, pensant qu'un des garçons s'était réveillé en pleurant. Mais non. Ils dormaient tous profondément. Et ce genre de choses s'est répété. Encore et encore. Un jour, un peu secoué, j'en ai parlé à la mère des enfants.
J'étais convaincu que mon esprit me jouait des tours, que c'était juste la fatigue ou mon imagination. Mais elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit doucement « Moi aussi je les entends ». Ça m'a glacé. Pas seulement parce qu'elle confirmait ce que j'entendais, mais parce qu'elle l'a dit avec une telle résignation. Comme si elle vivait avec ça depuis longtemps. Une autre fois, j'étais seul avec le deuxième garçon, le cadet. On était dans la cuisine. J'étais en train de préparer le déjeuner pendant que lui dessinait sur la table. Les deux autres enfants étaient sortis faire des courses avec leur mère. La maison était silencieuse. Puis, on a entendu une voix d'enfant. Claire. Aiguë. Comme si un des petits venait d'entrer dans la maison et appelait. Le garçon s'est tourné vers moi, sourcils froncés. Il s'est levé et a commencé à appeler ses frères, pensant qu'ils étaient rentrés. Mais il n'y avait personne. Juste nous deux. La porte d'entrée était toujours verrouillée. On s'est regardé, sans rien dire. Et sans un mot, il est revenu s'asseoir, comme si, lui aussi avait déjà entendu ça. Au fil du temps, j'ai fini par m'habituer. Ou plutôt, j'ai appris à l'ignorer. Je n'ai plus réagi aux pleurs dans le vide, ni aux pas dans le couloir quand tout le monde était à table. J'ai appris à ne pas ouvrir certaines portes trop vite. Et pourtant, parfois, j'y repense. Cette sensation étrange qu'un autre enfant, un invisible, restait toujours dans cette maison. En silence. À regarder. Quand j'étais enfant, j'ai toujours cru au paranormal, fantômes, anges, démons, créatures étranges comme le chupacabra. J'étais un enfant solitaire, sans lien profond avec mes parents, si bien que chaque fois qu'ils sortaient, ils faisaient appel à une baby-sitter. Un jour, ce fut une femme nommée Marlène qui vint s'occuper de moi. Elle devait avoir 29 ou 30 ans, et elle était d'une beauté frappante, presque irréelle. À mes yeux d'enfant, elle aurait parfaitement pu être mannequin. Elle portait toujours une rose pâle glissée dans ses cheveux blonds, un détail que je n'ai jamais oublié. Marlène était douce, attentionnée, toujours prête à jouer ou à discuter avec moi. Elle me disait souvent combien j'étais un enfant gentil et obéissant, et parlait avec tendresse d'un certain Charles, son fils, qu'elle semblait porter dans son cœur avec une profonde mélancolie. Quand je lui ai demandé qui il était, elle m'avait simplement répondu qu'il s'agissait de son fils et que, peut-être, un jour, je pourrais le rencontrer. Un après-midi, elle s'est plainte d'un violent mal de tête. Je ne l'ai plus jamais revue après cela. 17 ans plus tard, alors que j'étais en train de faire des courses pour la rentrée universitaire dans un centre commercial, je suis tombé nez à nez avec une femme qui m'était étrangement familière, c'était Marlène. Elle avait l'air très fatiguée, presque malade. Je me suis précipité vers elle pour lui parler, et elle m'a répondu qu'elle allait bien, qu'elle était simplement un peu souffrante. Sa rose, autrefois vive et fraîche, semblait cette fois flétrie, séchée. Elle avait l'air triste, absente. Puis elle m'a regardé dans les yeux et m'a demandé si je pouvais lui rendre un service. J'ai accepté sans hésiter. Elle m'a dit que si jamais je croisais un jour son fils Charles, qui aurait 19 ans aujourd'hui, je devrais lui dire que ce n'était pas sa faute, et qu'il devait cesser de se blâmer pour ce qui s'était passé. Je lui ai promis. Elle m'a alors pris dans ses bras, elle était glaciale, malgré la chaleur estivale, et après qu'on se soit quitté, elle a disparu à nouveau de ma vie. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon fiancé, Chaz. Le courant est tout de suite passé entre nous, au point que nous nous sommes fiancés très rapidement. En emménageant ensemble, je l'ai aidé à trier et emballer ses affaires, dont de nombreuses photos de famille. Et c'est en les feuilletant que j'ai été saisi d'effroi, sur plusieurs d'entre elles apparaissait une femme. Marlène. Toujours coiffée de sa fameuse rose. J'ai immédiatement demandé à Chaz qui c'était. Il m'a répondu, sans hésiter, que c'était sa mère, décédée quand il avait 8 ou 9 ans, à la suite de complications liées à des médicaments après sa naissance. Je l'ai regardé fixement, bouleversé, et je lui ai demandé s'il se souvenait si elle avait de violentes migraines. Il a hoché la tête, intrigué, et m'a demandé comment je pouvais savoir. J'ai alors tout raconté,
la babysitter de mon enfance, le centre commercial, le message qu'elle m'avait confié. Je lui ai répété les mots de Marlène, qu'il devait cesser de se blâmer, que ce n'était pas sa faute. Chas s'est effondré en larmes, m'a serré très fort, et a simplement murmuré un merci. Nous nous sommes mariés peu de temps après, et sommes partis en lune de miel. Une nuit, alors que je faisais une petite promenade pour me rafraîchir l'esprit, je suis rentré dans notre chambre et l'ai vue, Marlène, une fois de plus. Elle ne disait rien. Elle me regardait simplement, avec un sourire paisible. Elle semblait en bonne santé, rayonnante, la rose dans ses cheveux fraîches et vifs comme au premier jour. Elle s'est approchée, m'a prise dans ses bras, et m'a murmuré doucement « Merci. Prends soin de lui. » Puis elle s'est évanouie dans l'air, une dernière fois. Ma première et unique expérience avec un fantôme. J'avais environ 15 ans et je faisais du babysitting pour une famille aisée, dans le quartier des vieilles demeures de notre ville. Les parents m'avaient prévenu qu'ils rentreraient tard, donc j'ai couché les enfants, puis je me suis installé confortablement sur le canapé avec le chien de la famille pour lire un peu. Vers minuit, j'ai entendu une clé dans la porte de la cuisine, puis le bruit d'une serrure qu'on ouvre. J'ai cru que les parents étaient rentrés plus tôt que prévu. J'ai trouvé un peu étrange qu'ils passent par la porte de la cuisine, mais bon, après tout, c'était leur maison. Le chien a entendu lui aussi, alors on s'est levés ensemble pour aller les accueillir. Imaginez ma surprise quand j'entre dans la cuisine, la porte est toujours verrouillée. Aucune trace de qui que ce soit. J'ai regardé le chien avec un air du genre « Toi aussi, t'as entendu ça, hein mon grand ?» Là, j'ai commencé à paniquer un peu en me disant qu'il y avait peut-être un intrus dehors. Le chien et moi, on a couru au 3e étage, dans la salle de jeu des enfants qui offrait une vue à 360 degrés sur la propriété. C'était la fin de l'automne, il y avait une fine couche de neige au sol, donc s'il y avait eu quelqu'un dehors, il aurait laissé des traces, mais rien. Aucun pas. Rien du tout. J'ai été soulagé d'avoir vérifié avant d'appeler la police. J'ai ensuite sorti le chien pour qu'il fasse ses besoins, j'ai jeté un coup d'œil rapide aux alentours, tout était en ordre. Je suis retourné à ma lecture. Les parents sont rentrés quelques heures plus tard, par la porte d'entrée cette fois, et j'étais trop effrayé pour leur raconter ce qui s'était passé. Je me dis aujourd'hui que cette porte de cuisine était sans doute l'entrée des domestiques à l'époque. Et je me demande souvent si ce n'était pas le fantôme d'un ancien serviteur que nous avons entendu ce soir-là. J'aurais pensé que j'avais halluciné, si le chien n'avait pas réagi lui aussi. Ce chien m'a sauvé la raison, cette nuit-là. Je sais qu'il l'a entendu. Il n'y avait que ma petite sœur et moi à la maison. J'étais en train de lui préparer à manger quand, l'espace d'un instant, j'ai détourné le regard vers le placard. À peine une seconde plus tard, en me retournant, ma sœur m'a regardé fixement et m'a dit d'une voix étrange « Il y avait quelqu'un derrière toi, mais il a disparu. » Un frisson glacé m'a parcouru le dos. Je me suis forcé à sourire et j'ai essayé de la rassurer. « Tu as dû rêver. Il n'y a personne ici. » Mais au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. Plus tard, alors que nous étions montés à l'étage, je lui ai dit que je descendais chercher quelque chose. J'ai été rapide. Pas plus de 2 minutes. Mais en revenant, je l'ai trouvé recroquevillé dans un coin de la pièce, les yeux écarquillés. Il y avait une vieille dame, a-t-elle chuchoté. Elle me regardait. Elle souriait. Puis elle a disparu quand tu es revenu. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Le silence pesait lourd, interrompu seulement par de légers craquements du plancher. À un moment, j'ai cru entendre des pas, lents et prudents, comme si quelqu'un essayait de ne pas se faire repérer. D'abord à l'étage, juste devant notre porte, puis en bas, dans l'entrée. J'ai retenu ma respiration. J'ai voulu me convaincre que c'était le bois de la maison qui travaillait. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, alors que nous étions chez nos parents, qui avaient depuis déménagé de cette maison, que j'ai osé en reparler à ma sœur. Elle a immédiatement changé d'expression. Son visage s'est figé, blême.
Tu t'en souviens, lui ai-je demandé doucement. Elle n'a rien dit. Juste un hochement de tête, et les larmes sont montées à ses yeux. Je n'ai plus jamais évoqué cette maison depuis ce jour-là. Et je n'y suis jamais retourné. Une fois, je gardais 2 petits garçons. L'un avait environ 1 an, l'autre 3 ans. Celui de 3 ans avait un petit lecteur de musique dans sa chambre, qu'on mettait quand il allait dormir. J'avais déjà réussi à endormir le plus petit, et je venais de coucher le plus grand. Je suis ensuite descendu, et je jouais tranquillement sur mon téléphone. Au bout de 10 ou 15 minutes, j'entends une voix d'homme venir d'en haut, là où se trouvent les enfants. Je cours à l'étage, et il n'y a personne, mais j'entends toujours cette voix d'homme. Je me tiens devant la porte du petit de 3 ans, et j'ai l'impression d'entendre l'homme en train de parler avec le petit garçon. Je vais vérifier l'autre chambre, le bébé dort profondément. Je rassemble mon courage et j'ouvre enfin la porte de la chambre du plus grand. Dès que je l'ouvre, les voix s'arrêtent net. Et l'enfant dort profondément. Son lecteur diffuse juste une douce berceuse. Je l'éteins, quitte la chambre, et redescends. Mais j'entends encore la voix de l'homme. Cette fois, je suis terrorisé et j'appelle mes amis à l'aide, complètement paniqué. Heureusement, les parents sont rentrés peu après. Je ne leur ai jamais parlé de ce que j'avais entendu, j'avais peur qu'ils me prennent pour une folle. Mais une chose est sûre, je ne suis plus jamais retourné garder leurs enfants. Un soir, je gardais mon petit frère. Il était encore bébé à l'époque, et il avait un cri vraiment reconnaissable, un truc unique, presque musical, que je pouvais identifier les yeux fermés. C'était dans les années 90, on avait encore une ligne fixe, ce bon vieux téléphone à fil posé sur le comptoir de la cuisine. Il était tard, la maison était calme, et mon frère dormait dans son berceau, juste à côté de moi. Soudain, le téléphone a sonné. Je décroche, un peu surpris. À l'autre bout, ce n'était pas une vraie conversation. C'était comme un appel involontaire, vous savez, comme quand quelqu'un appelle par accident avec son téléphone dans la poche. Des voix en arrière-plan, étouffées, lointaines. Mais là, ce qui m'a figé, c'est que je reconnaissais les voix. C'étaient mes parents. Mon père parlait de quelque chose, ma mère lui répondait, comme s'ils étaient en train de discuter dans la cuisine de notre maison. Et par-dessus tout ça, j'ai entendu mon petit frère pleurer. Ce même cri si particulier. Mais pas dans la maison, pas près de moi. Je l'entendais dans le téléphone. Et pourtant, je voyais bien que mon frère était là, endormi. Aucun son ne sortait de lui. Le sang m'a glacé. J'ai murmuré « Allô » plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Seulement ces voix de fond, ce bourdonnement étrange, presque irréel. Puis, au bout de quelques minutes, la ligne s'est coupée. Silence. J'étais là, debout, à fixer le combiné comme s'il allait m'expliquer ce que je venais d'entendre. Environ 15 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était vraiment mes parents. Ils m'appelaient pour savoir si tout allait bien. Je leur ai immédiatement demandé s'ils m'avaient appelé tout à l'heure. Ils ont juré que non, qu'ils n'avaient pas touché au téléphone de toute la soirée. J'ai rien dit. Pas tout de suite. Je savais qu'ils me regarderaient comme si j'avais rêvé. Peut-être que c'était un bug, une interférence bizarre, un glitch, dans la matrice comme on dit maintenant. Mais je te jure, j'ai entendu leur voix. J'ai entendu son cri. Et ce soir-là, j'ai eu plus de mal à fermer l'œil que jamais. Je gardais mon neveu ce soir-là, et comme il avait faim, on a décidé d'aller chercher une pizza à la pizzeria au bout de la rue. C'était une petite sortie tranquille, juste pour prendre l'air et rapporter le dîner. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué un type derrière nous. Au début, il ne m'a pas vraiment inquiété. Il marchait à bonne distance, l'air de rien. Mais il ne ralentissait pas.
Il suivait notre rythme, pas trop près, pas trop loin non plus. Un peu trop parfaitement. Je tenais mon neveu par la main et j'ai accéléré légèrement. Il a suivi. Pas un mot, pas un geste. Juste une présence persistante dans notre dos. Quand on est arrivé devant la porte de l'immeuble, j'ai sorti mes clés. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu ses pas s'accélérer. J'ai à peine eu le temps de regarder par-dessus mon épaule qu'il courait vers nous, à pleine vitesse. J'ai senti la panique monter. J'ai tourné la clé avec des mains tremblantes, ouvert la porte juste à temps, et nous nous sommes engouffrés à l'intérieur. J'ai claqué la porte et verrouillé aussi vite que possible. Une seconde plus tard, il s'écrasait contre la vitre, frappant de ses poings, hurlant « Revenez! Je veux juste vous parler !» Son visage déformé par la colère, son regard fixe, ça m'a glacé le sang. Je suis resté figé quelques secondes, le cœur battant à tout rompre, pendant que mon neveu s'accrochait à ma jambe, terrifié. Puis j'ai attrapé mon téléphone et appelé mes parents. Mon père est venu nous chercher en voiture à peine 20 minutes plus tard, mais chaque minute d'attente me paraissait une éternité. Quand ma sœur est rentrée du travail, elle n'a pas voulu qu'on reste seul dans l'appartement. Elle a pris un sac et nous a suivis chez mes parents. Elle a dormi là cette nuit-là, veillant sur nous sans rien dire. On n'a jamais su qui c'était, ni ce qu'il voulait vraiment. Peut-être qu'il était simplement instable. Peut-être que c'était pire. Mais je sais que ce soir-là, si j'avais mis 2 secondes de plus à ouvrir cette porte, les choses auraient pu tourner très mal. Je gardais mon petit frère et ma petite sœur. J'avais 12 ans à l'époque. Ce soir-là, alors que je somnolais sur le canapé, notre chien est mort dans le jardin. Je ne l'ai pas su tout de suite. C'est lui qui me l'a appris. Dans mon rêve, il est venu me voir. Pas comme un simple souvenir ou une apparition vague, non, il était là. Et ce n'était pas un rêve ordinaire. C'était comme si nos esprits s'étaient unis. Nous avions fusionné. J'ai vu sa vie à travers ses yeux. Des souvenirs me sont tombés dessus d'un coup, lourds, douloureux, brûlants, la solitude dans le froid du jardin, les longues journées à attendre derrière une clôture, les appels ignorés, les caresses de plus en plus rares. Des années de silence. Des années de négligence. J'étais un enfant. Je n'avais aucun moyen de comprendre ou de gérer ce que je ressentais. Mais je le sentais. Son chagrin. Son abandon. Sa résignation. Ce qui m'a bouleversé le plus, c'est que malgré tout ça, quand il est parti, il était en paix. Il m'a laissé avec ses souvenirs, oui, mais aussi avec une sorte de pardon silencieux. Il ne m'en voulait pas. Il semblait soulagé. Comme s'il attendait juste que quelqu'un sache. Mais moi, je suis resté éveillé, seul, incapable de parler à quiconque de ce qui venait de se passer. Dans une famille froide, déconnectée, où on ne parlait pas de sentiments, encore moins de rêves ou de mort. J'ai passé la nuit les yeux ouverts, à écouter la respiration de mes frères et sœurs, alors que le poids de cette fusion me tirait vers un gouffre que je ne comprenais pas. Ce n'était pas seulement la mort d'un chien. C'était une porte ouverte. Une faille dans le monde tel que je le connaissais. Ce rêve, cette rencontre, a bouleversé ma vie. Elle m'a poussé à chercher des vérités que ma famille n'aurait jamais voulu entendre. J'ai commencé à voir les silences autour de moi, les douleurs qu'on cache sous les routines. Et surtout, j'ai compris que même les animaux portent des cicatrices invisibles. Je ne sais pas si c'était surnaturel, psychologique, ou simplement une révélation que je refusais de voir. Mais depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été le même. Ce n'était pas vraiment paranormal, mais c'était clairement étrange. Il y a quelques semaines, je gardais 2 petits garçons, un bébé de 8 mois et un petit de 3 ans. Je les avais couchés tous les 2 vers 20h30. Une fois qu'ils se sont endormis, je me suis installé sur le canapé avec le babyphone pour pouvoir les surveiller. Il devait être un peu plus de 21h30 quand j'ai entendu une voix d'homme, claire, distincte, dire « Coin, coin, coin ». Et immédiatement après,
les deux enfants ont éclaté en sanglots. Des hurlements paniqués, comme si quelqu'un les avait réveillés en sursaut ou fait peur. J'ai bondi du canapé et je suis monté en courant dans leur chambre. Ils étaient tous les deux assis dans leur lit, tremblants et pleurant à plein poumon. J'ai regardé partout, rien à la fenêtre, aucun jouet autour d'eux, de toute façon, tous leurs jouets sont rangés dans une salle de jeu séparée. Rien dans la pièce ne pouvait avoir fait ce bruit. Aucune explication logique ne me venait à l'esprit. Et pourtant, j'avais bien entendu cette voix. Le bébé s'est calmé presque aussitôt dans mes bras, comme si tout avait disparu d'un coup pour lui. Mais le grand, lui, semblait profondément bouleversé. Il ne pouvait pas expliquer ce qu'il avait vu ou ressenti. Quand je lui ai demandé ce qu'il s'était passé, il m'a juste murmuré « Aïe !» Et puis plus rien. Il a mis près d'1 heure à se rendormir. Je suis resté cette nuit-là, assis sur le sol devant leur chambre, incapable de fermer l'œil. J'essayais de me convaincre que c'était un rêve, un jouet déclenché par erreur, un bruit de la télé oublié. Mais non. Le son, la voix, c'était trop net. Trop réel. Quelques jours plus tard, en revenant dans cette maison pour une autre garde, le petit de 3 ans a refusé d'entrer dans sa chambre. Il s'est mis à pleurer quand on s'en est approché. Il m'a dit, il est revenu. Je ne sais pas qui il est. Mais ce soir-là, j'ai refusé de rester seul au rez-de-chaussée. J'avais probablement 11 ans, et je gardais ma cousine de 4 ans. On jouait toutes les deux dans le jardin devant sa caravane, ma maison était juste de l'autre côté de la rue. Quand tout à coup, une berline blanche des années 90, vraiment banale, est arrivée par la route en terre. Elle ne s'est pas arrêtée dans l'allée, mais a continué jusqu'au bout de la rue, a fait demi-tour, puis s'est garée de notre côté. 2 types sont sortis, plutôt costauds, mais avec un côté maigrelet et déglingué, genre redneck, on était dans le Deep South, et ils ont dit qu'ils voulaient nous parler. Je savais que la porte d'entrée de la caravane ne se verrouillait qu'avec une clé, et je n'avais pas cette clé. J'ai secoué la tête et commencé à marcher vers la maison du voisin, que je savais être chez lui. Les mecs continuaient de nous appeler et se sont mis à marcher rapidement dans notre direction. Ma petite cousine, beaucoup trop confiante, tirait sur ma main pour aller vers eux. Je l'ai ignoré et j'ai commencé à appeler le voisin par son prénom. J'ai fini par la prendre dans mes bras et j'ai couru jusqu'à la porte. Dieu merci, la voisine nous avait entendus et avait ouvert la porte vitrée et la porte principale pour nous faire entrer, juste au moment où ces gars frappaient comme des fous sur les portes avant et latérales de sa caravane. C'était une femme coriace, et elle n'a pas hésité à attraper son fusil à pompe, l'armer, et leur dire « Dégagez d'ici avant que je sois obligé de m'en servir ». On a appelé les flics, et les mecs sont retournés à leur voiture, ont remonté la rue de quelques maisons. Quelques minutes plus tard, on a entendu les sirènes, et ils ont pris la fuite. Mais on a vraiment failli se faire kidnapper. 21 ans plus tard, et j'en ai encore des frissons. C'est arrivé à un collègue de travail. Lui et sa femme gardaient les enfants d'un couple d'amis un soir, pendant que ces derniers étaient sortis. Tout était calme. Les enfants dormaient à l'étage, et eux deux étaient installés dans le salon, regardant la télé à voix basse. Puis, d'un coup, ils ont entendu des pas lents. Lourds. Clairement audibles. Des pas dans le couloir. Ils venaient du fond de la maison et se rapprochaient, pas après pas, comme si quelqu'un marchait tranquillement vers eux. Mon collègue a tout de suite pensé que l'un de leurs amis était rentré plus tôt que prévu. Il s'est levé et s'est avancé vers le couloir. Mais il n'y avait personne. Il a allumé toutes les lumières, fouillé les chambres une à une, ouvert les placards, même vérifié derrière les rideaux. Rien. Le silence était total. Sa femme l'a rejoint, de plus en plus inquiète. Il a même crié « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. Aucune trace de mouvement. Les enfants dormaient toujours paisiblement. Ils sont retournés au salon, le cœur battant, sans dire un mot pendant un long moment. Et quand les parents sont finalement rentrés, quelques heures plus tard,
ils leur ont juste dit « Tout s'est bien passé ». Mais dès que la porte s'est refermée derrière eux, ils sont partis. Vite. Sans se retourner. Ils sont restés amis avec le couple, mais ils ne sont jamais retournés dans cette maison. Et quand quelqu'un en parle, ils échangent toujours ce même regard, comme s'ils savaient tous les deux ce qu'ils avaient entendu, mais préféraient ne plus jamais y penser. C'était ma première année à l'université, et comme nous n'avions pas trouvé de logement étudiant, nous étions hébergés chez une famille. Ils étaient assez ouverts sur le fait que leur maison était hantée, mais je n'avais encore jamais rien vécu de particulier. Un soir, les parents sortent, leur fils de 8 ans est à l'étage dans sa chambre, et mon pote et moi sommes en bas en train de regarder la télé. On entend alors des bruits de pas d'enfants courant dans les escaliers. Je crie « Allez, c'est l'heure d'aller au lit, mon grand ». 10 minutes plus tard, on entend les mêmes bruits. Je monte alors dans la chambre, j'entre et je dis « Bon, il est largement l'heure de dormir, arrête de faire le clown ». Le gamin me regarde et me dit « C'était pas moi ». Alors je me tourne vers la pièce et je dis à voix haute « Il est l'heure de dormir maintenant. Ne m'oblige pas à me fâcher ». Et là, l'ambiance de la pièce change du tout au tout. L'air devient glacial, je pouvais voir ma propre respiration. Le petit s'est caché sous sa couette. Évidemment, j'étais un peu secoué, mais j'ai pris sur moi et j'ai dit « Non mais ça suffit les caprices. Je vous fous dehors moi-même s'il le faut ». À ce moment-là, j'ai entendu des pas passer juste à côté de moi et quitter la pièce. L'atmosphère est redevenue normale aussitôt. J'ai raconté ce qui s'était passé aux parents quand ils sont rentrés, et ils m'ont expliqué qu'un peu avant notre arrivée, le fils des voisins avait été tué dans un accident, un délit de fuite. Leur fils et lui étaient très proches, et les parents l'avaient déjà entendu parler à quelqu'un dans sa chambre à plusieurs reprises. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai juste décidé de ne pas avoir peur. Si les choses devenaient trop agitées dans la maison, je parlais à haute voix, et tout s'apaisait. Ma femme et moi étions sortis pour la soirée. Rien d'inhabituel, les jumeaux étaient gardés par notre baby-sitter habituel, une fille de confiance, sérieuse et calme. L'un des garçons, Link, traversait une période difficile. Il faisait ses dents, et avait parfois des terreurs nocturnes, donc on s'attendait à quelques textos de sa part, mais rien d'alarmant. Vers 21h, on a reçu ce message. Et là, tout a changé. On l'a lu ensemble, et je me souviens du frisson glacé qui a traversé mon dos. J'ai démarré la voiture sans même réfléchir. Voici le message qu'elle nous avait envoyé. « Hey !» Alors j'ai eu un truc vraiment bizarre. Rien de grave, mais vraiment étrange. J'avais allumé le babyphone, et Link était réveillé. Donc j'ai fait des allers-retours, le prendre, le bercer, le recoucher. La troisième fois que je l'ai mis au lit, il n'y avait plus de bruit pendant environ 5 minutes. Je regarde l'écran du moniteur, et là, je vois une personne, ou quelque chose, penchée au-dessus du berceau. Au début, j'ai cru que c'était une image figée de moi, prise quand je venais de le coucher. Un bug de la caméra. Mais je portais un pull gris et un jean. La silhouette portait un haut bleu et un pantalon noir. J'ai pris une photo de l'écran pour vous le montrer. L'image était étrange, floue, un peu comme couverte de brouillard, et le son avait disparu. Et ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'on aurait dit que la silhouette était dans le berceau. Comme si elle berçait Link doucement, pour l'apaiser. J'ai pensé que vous étiez rentré plus tôt, que vous aviez entendu Link pleurer et que l'un de vous était monté. Mais quand je suis monté à l'étage, il n'y avait personne. Je vous ai appelé, rien. J'étais persuadé que c'était vous, mais la chambre était vide. Et Link dormait, paisible. Quand je suis redescendu, l'image sur le babyphone était revenue à la normale. Plus de flou. Le son aussi était revenu. Je suis désolé de vous embêter avec ça, mais je me suis dit que vous voudriez le savoir. Astérisque astérisque. Quand on est arrivé à la maison, j'ai fait le tour complet. Toutes les portes étaient verrouillées.
Rien n'avait bougé. Mais notre babysitter était blanche comme un linge, les mains tremblantes. Elle est partie en silence, sans même nous dire bonne nuit. Depuis ce soir-là, on n'a plus jamais utilisé ce babyphone. Et même si la vidéo qu'elle nous a envoyée n'est pas très claire, il y a quelque chose dedans. Quelque chose d'inexplicable. Je ne peux pas dire ce que c'était. Mais ce que je sais, c'est que ce n'était ni moi, ni Amanda. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.